cela, merci d'être présent à notre première soirée littéraire de Douteville. La salle est suffisamment grande, donc Monsieur Mosson, premier adjoint à la mairie, c'est pas la peine d'agrandir la salle, on accueille tout le monde, pour l'instant. On verra dans quelques mois, quelques années. Merci en tout cas d'être là. Vous avez bravé le froid, la neige, le verglas, les intempéries. Je vous souhaite d'ailleurs en même temps une très bonne année, une très bonne santé. Je vous rappelle également que nous sommes une association. Le but de cette association, c'est de la préservation du patrimoine de notre ville. Il n'est pas forcément en danger, mais c'est bien quand même. Nous travaillons de concert, vous le voyez bien avec le Carrefour du Lin, parce que nous y sommes, et on va remercier la municipalité de prêter la salle ce soir. On travaille également de concert avec la Comcom, qui est un organe de la région de Normandie, si j'ai bien compris, donc un organe touristique pour nous. Et nous travaillons également, bien sûr, avec la mairie sur certains projets dont nous avons bien avancé avec Louis et d'autres d'ailleurs de l'association sur un projet tripartite entre la mairie, la Comcom, donc on va dire région Normandie, et nous. Et ce projet-là, donc, c'est un projet qui est dédié à un tourisme pédestre. Donc, on a imaginé de faire des panneaux comme on en voit dans certaines localités, y compris à Val-des-Roses, des panneaux touristiques avec photos, textes à l'appui, en français, en anglais. Merci Victoria pour la traduction. Elle y est. C'est pas ce que fait. C'est en route, ça va. Donc on a pas mal avancé sur le projet. On va, je pense, signer devant journaliste dans peu de temps, si j'ai bien compris. Il faut prévoir une date. Je crois que c'est en attente. Oui, je crois qu'ils avaient un petit... Ouais, j'ai remarqué. Bon, on n'est pas pressé de passer. Donc Douteville se dynamise par ce côté-là. Et nous, en tant qu'association, ça pérennise, si vous voulez, nos actions qui sont dédiées à la protection du patrimoine. Ça les met en valeur, ça revalorise. Et puis pour les curieux qui sont, il y a quelques touristes de temps en temps, ils voient des panneaux, ils vont peut-être s'arrêter, peut-être consommer, peut-être essayer de dormir ici. On ne sait jamais. C'est un tourisme local qui peut se développer, ça se développe à droite et à gauche. C'est tout à fait à l'ordre du jour dans beaucoup de petites villes en France. Et à l'étranger aussi, bien sûr. C'est pas une nouveauté. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre c'est tout, je crois. Maintenant, ceux qui ne sont pas adhérents, s'ils veulent devenir adhérents de l'association. Nous avons également des bulletins d'adhésion. À côté du bulletin d'adhésion, nous avons des programmes pour l'année 24. Et qu'est-ce que j'aurais oublié? Corona, j'ai oublié quelque chose? Pas que je sache. Non, moi je crois que j'ai oublié tout dit ce soir. Je vais en train de réfléchir. Je crois que j'ai oublié quelque chose, mais bon, ça moi je m'en On verra. Plus tard. Alors, l'artiste, ici présent à côté de moi, on le connaît, je crois. Donc, je ne vais pas vous le présenter. Par contre, lui, il va vous présenter le livre et les textes qui se trouvent à l'intérieur. On est d'accord là-dessus? C'est ça, la soirée de soir. Nous sommes dans une soirée littéraire. Et c'est notre artiste qui va vous lire des passages de ce fameux livre. Voilà. Merci. Voilà. Je te laisse la parole. Je le prends. Bon. Et bon courage. Cet écoutement va consister dans une lecture commentée d'un texte très peu connu et pourtant passionnant, que j'ai découvert, en tout cas moi, il y a quelques années avec passion, dont j'ai fait une sorte de livre de chevet. Et si je l'ai découvert avec passion, c'est pour au moins deux raisons. La première, c'est qu'il y est question, pas vraiment de Douteville, mais des environs immédiats de Douteville. Et puis, Pays de Caux, pour le nommer, du Pays de Caux vu par un voyageur à la veille de la Révolution. Et pas seulement vu par un voyageur, mais vu par
à la fois un grand écrivain et un esprit d'une vivacité et d'une acuité vraiment hors du commun. Et c'est ça que je voudrais vous faire partager, cette découverte de quelque chose qui est un carnet de notes prise au fil de la plume et en avançant, en marchant, en traversant à pied le Pays de Caux. Autrement dit, sans aucun après littéraire, sans aucun effet de style, comme serait le carnet de croquis d'un peintre ou d'un dessinateur qui griffonnerait à mesure de sa marche des visions, des éclats de ce qu'il a sous les yeux. Et puis, quelqu'un dont la sensibilité est toujours en éveil, dont l'esprit est toujours en éveil, et qui se distingue par une qualité de réflexion, une rapidité de regard qui sont vraiment confondants, et qui donnent à ce texte un aspect, malgré les 250 ans d'âge qu'il a, un aspect extraordinairement moderne. Et plutôt que de continuer comme ça, de façon un peu théorique, je vous en ai un petit morceau tout de suite, comme ça pris au milieu. Le samedi 1er avril, c'est un journal de bord. Samedi 1er avril 1775. Notre auteur, Bernard Saint-Pierre, j'en dirai un mot un peu plus tard, qui il est et ce qu'il fait là, notre auteur traverse à pied le Pays de Caux. Il fait un temps de chien, comme aujourd'hui. Il neige, il pleut, il fait du vent, la météo est vraiment détestable, et il traverse à pied le Pays de Caux parce qu'il n'a pas les moyens de s'offrir une voiture tirée par des chevaux. En fait, il tire le diable par la queue, vraiment, de façon assez intense dans ces années-là. Et voici le début de la page du journal datée le samedi 1er avril. Je dormis bien et fus réveillé par le froid. Le lit étant en pente, tout avait coulé. La literie, les couvertures, etc. J'ouvris ma croisée et m'aperçus qu'il avait fortement gelé. De plus, j'aperçus qu'il y avait une grande chatière à ma porte et que l'air entrait à son aise par la cheminée où j'avais aperçu le grand jour, mes contrevents fermés. Au reste, le ciel était très beau, mes pieds un peu douloureux. Le thème de ces journées de soirée de la lecture, ou journée de la lecture que nous célébrons aujourd'hui en passant, c'est le corps, l'effort physique. Et nous sommes en plein dedans. Le voyage à pied à travers le Pays de Caux est d'abord une épreuve pour le corps. Une épreuve où il faut affronter le froid et l'inconfort des chemins et l'inconfort des mauvaises chaussures. Et il en est question en permanence dans ce petit texte. Mais c'est pas tout. Si on jette un coup d'œil sur la page précédente, quel esprit, qui est-il ce personnage? Voilà ce qu'il dit. Pendant toute la nuit, c'est la nuit du mercredi 29, pendant toute la nuit, il plut et il neigea. Ce temps est propre aux réflexions. À quoi est-ce qu'il réfléchit? Elle se présente quelquefois à l'esprit d'une manière capable de le troubler. Un homme qui se retire dans la solitude pour réfléchir est comme celui qui,
emporté par un torrent, verrait passer autour de lui les ruines, les glaces, avec une rapidité effroyable, tandis qu'emporté avec le torrent, il ne voit que des objets qui l'environnent, emportés après lui. Le temps, les événements, les caractères, si rapides, si bouleversants, dégoûtent le solitaire de la vie. On est en pleine période pré-romantique, là on sent un esprit, une sensibilité à vif, attentive comme ça aux moindres sollicitations de l'extérieur, et puis aussitôt après, comme un passage du coq à l'âne. En Normandie, réflexion sur le commerce. En Normandie, on se pique d'avoir des toiles de Hollande, des faïences d'Angleterre. Cependant, il s'y fabrique beaucoup de ces choses. C'est un devoir à un citoyen d'acheter de préférence ce que son pays produit, par amour de la patrie. La philosophie doit étendre son amour pour le genre humain par degrés, comme l'a voulu la nature, qui veut que certaines choses soient intimes et d'autres annoncées. Le commerce, qui ne philosophe guère, ne voit que le profit. Mais du profit général résulte le bien de tous. La morale et la religion ne pourraient-elles pas s'insinuer mieux que les prohibitions? C'est penser au peuple comme des parties de la morale chrétienne et naturelle. Vous voyez, sans arrêt, dans ce texte, on passe de réflexions, de sensations, de sentiments, de choses éprouvées, à des idées, à des réflexions qui sont les réflexions d'un intellectuel. Qui est-il, ce Bernade de Saint-Pierre? D'où vient-il? Il est né au Havre en 1738. Donc en 1775, il a 38 ans. Il va vers la quarantaine. Il est né le 19 janvier, figurez-vous. Et nous célébrons donc aujourd'hui son anniversaire. Il est d'une famille de petits fonctionnaires, une famille de gens un peu instruits mais sans aucune fortune et qui occupent des emplois subalternes dans l'administration, dans la ville et le port du Havre. Et puis, il est doué, il est brillant, il fait de belles études au collège du Havre, et puis on l'envoie, comme il est bon, poursuivre cela au collège des Jésuites de Caen, puis à celui de Rouen, et puis il fréquente l'Académie de Rouen, il y suit des cours de dessin technique, il est très bon en maths, il obtient un prix de mathématiques alors qu'il a 18 ans, décerné par l'Académie. Bon, c'est un brillant sujet, quoi. Et il est poussé à faire des études sérieuses. L'école royale des ponts et chaussées. Il devient ingénieur, il a une vingtaine d'années, et ses brillantes études l'amènent à envisager une brillante carrière. Mais, pour une brillante carrière, peut-être déjà aujourd'hui, et en tout cas certainement au XVIIIe siècle, si on n'est pas soi-même d'une famille fortunée ou d'une famille disposant d'appui, on a besoin d'un certain nombre de coups de pouce. Et pour son malheur, Bernardin, tout en montrant beaucoup d'ambition et de qualité, a tendance à décourager un peu les protecteurs et à ne jamais se satisfaire de ce qu'il touche du doigt. Et il va commencer une carrière internationale. Cet ingénieur des ponts va être envoyé en Allemagne, à Berlin, puis en Pologne, puis en Russie, puis à Malte,
par les différentes administrations royales, et chacune de ces tentatives se soldera par une sorte d'échec ou de déception. Hein. Beaucoup d'ambition, peu de résultats. Et cette difficulté, hein, ce tempérament un peu difficile, c'est aussi ce qui fait, c'est aussi ce qui le rend tellement intéressant, parce que il y a une espèce d'esprit critique dans toutes ces démarches, hein, d'insatisfaction, mais mêlé en même temps à beaucoup de courage, de détermination, de décision, et c'est cette alliance que l'on sent constamment dans les pages de ce journal de Normandie. J'y reviens un instant. Je reprends la lecture là où je l'ai laissé tout à l'heure concernant le samedi 1er avril. Donc, au reste, le ciel était très beau, mais bien un peu douloureux. Je sortis. Descente au village et château d'Ouville. Ouville, c'est Ouville-la-Ville, que nous connaissons tous encore aujourd'hui, et on peut vraiment le suivre pas à pas dans son cheminement sur les chemins d'Ouville. Chemin très mauvais, obligé d'enjamber les fossés. Jean obligeant, qui sortait pour me montrer le chemin. On fabrique des siamoises à Ouville. Les siamoises, si vous êtes un peu familier avec l'histoire du textile dans le pays de Caux, ce sont des toiles de coton que l'on, en dépit de leurs dents exotiques, ce sont des pas plutôt ordinaires, hein, que l'on tissait sur les métiers à main dans les fermes cauchoises dès le XVIIIe siècle. On fabrique des siamoises à Ouville. Sortons du carrefour de Quatre Chemins, embarras, dirigé sur le soleil, passe par Recto sur Ouville, son château, belle avenue de sapin, mais toujours ce style télégraphique très rapide, pas de phrases, hein, pas de grands mots, une vision très concrète de ce qu'il a sous les yeux. Passe par Recto, son château, belle avenue de sapin, chemin où les pieds s'aluchent, où les pieds souffrent de la dureté de la route et deviennent, on parlera aujourd'hui d'une inflammation. Beaux chevaux de labour, à croupe rebondie, depuis 8 jusqu'à 9 louis, ça c'est le prix des chevaux. Poules et coqs accrétés, fossé où je grimpais. Voilà, on est en plein pays de Caux. Le pays de Caux, c'est le seul endroit au monde où on peut grimper sur un fossé. Hein, chemin où je grimpais, couvert de pommerolles, de pluie verte, oiseaux chantants. Je m'égarais un peu avant d'arriver à Yvetot. Tout étant coupé de chemin de traverse. Près de là, 2 femmes cueillaient des feuilles de ravette. Hommes qui les gardent, feuilles bonnes à manger. Graines pour l'huile, envoyées ensuite au foulon, beaucoup de rabettes dans le pays de Caux. Savez-vous ce que c'est que la rabette? La rabette. Quelqu'un a entendu parler de la rabette? Non. La rabette, ça ressemble à betterave. Oui. Moi, ça m'a fait penser, quand j'ai vu ça aussi, à un mot cauchois, un rapti. Qu'est-ce que c'est qu'un rapti? C'est le colza, oui, c'est ça. Le rapti, c'est le nom du. Alors, la rabette, naturellement, je connaissais moins le mot, je me suis plongé dans les dictionnaires. Hein. La rabette, c'est en effet une sorte d'ancêtre du colza, hein, une sorte de colza primitif, de colza avant amélioration des sélections des semences, mais qui était cultivé en abondance dans le pays de Caux dès le
dès le XVIIIe siècle. Et donc, le colza, effectivement, c'est une des premières récoltes qui sortent de terre dès le début du printemps. Et apparemment, les feuilles de cette ramette se consommaient et étaient récoltées par les femmes dans les champs en ce mois de mars 1775. Je vais m'arrêter un moment pour regarder quelques photos. Notre promenade à travers le siècle va se doubler de quelques passages où nous regarderons des photographies. Là, nous allons aller à la crypte Séroville pour retrouver ce qui vient d'être vu. Et les photos que nous allons voir ont été prises il y a quelques jours par Gilbert Michel, que vous voyez là sur son escabeau, en train de filmer, qui est à la fois photographe et membre de notre association. Alors, j'espère que ça ne va pas prendre trop de temps pour obtenir une réponse de ces machines. Voilà. Alors, vous voyez ici Bernardin de Saint-Pierre, il est plus âgé là, sur ce portrait que lorsqu'il traverse le pays de Caux. Il a une allure étrange, on ne lui pas cet air un peu renfrogné, un peu comme s'il était sans cesse gêné par quelque chose, comme s'il avait toujours quelque chose qui l'inquiète, qui le tracasse, qui le préoccupe. Ça n'était pas un aplomb. Il a l'air un peu maladif, presque un peu faiblard, et pourtant, ça marche à travers le pays de Caux, et puis quelques épisodes de sa vie, dont je parlerai un peu plus tard, montrent que c'était cependant quelqu'un de très courageux, de très vaillant, et même vaillant physiquement, ce qui ne saute pas aux yeux au vu de ce portrait-là. Suspense. Alors voilà. Si vous connaissez au milieu de l'abbaye, vous reconnaissez ici l'entrée de l'abbaye, précisément, qui se trouve à la sortie d'Ouville sur la route de Dormény. Et vous voyez ici un plan de l'abbaye d'Ouville telle qu'elle était en 1707, au début du XVIIIe siècle. Toute cette partie-là, l'église, le cloître, toute cette partie des bâtiments conventuels ont brûlé en 1736, c'est-à-dire que Bernardin ne les a jamais vus. Il ne restait, dès l'époque où Bernardin y est passé, et encore aujourd'hui, que ce bâtiment, là, une sorte de grande et belle maison de maître, avec une maison sur la gauche plus petite, et encore un troisième bâtiment plus petit et plus bas, que vous verrez tout à l'heure sur les photos, on les reconnaît parfaitement bien. Mais tout ça, l'église a totalement disparu. Il reste la maison principale, celle-ci et celle-là. L'entrée qui était ici, avec une allée d'arbres, a disparu elle aussi. La maison de gardien que vous avez vue en photo il y a un instant, elle est située ici, au carrefour de la route Dormény est par là, et Ouville de ce côté. Voilà, vous voyez très bien ici les trois maisons en enfilade, de la plus basse à la plus haute, qui sont tout ce qui reste de l'abbaye d'Ouville. L'église détruite
il en est resté quelques pierres. On voit ça, un exemple. Ça, c'est la maison principale. Très belle construction typiquement cauchoise, en briques de Saint-Jean, silex et grès. Hein. En principe, cette maison ne se visite pas. Nous y sommes passés, nous, Gilbert et moi, il y a quelques jours pour faire les photos, et avons été fort aimablement reçus par le propriétaire des lieux qui nous a laissé aimablement prendre les photos qui nous convenaient. Donc il reste quelques éléments de l'ancienne abbaye. Là, vous voyez l'étagement des trois maisons. La date de 1732 qui est curieuse parce que je vous ai dit que le bâtiment avait été détruit par un incendie en 1736. C'est une certitude confirmée tous les documents historiques. Et cependant, donc, lorsque l'abbaye, cette date semble indiquer que lorsque l'abbaye a brûlé, eh bien, le bâtiment était, au moins une partie des bâtiments était flambant neuf. Je vous laisse admirer cette belle architecture, assez noble nature. La ruine et l'incendie ont laissé quelques pans de mur et quelques éléments qui sont utilisés dans le temps. Ça, c'est la porte de l'église, hein, l'église détruite, dont il reste ici une porte en ogive avec ces fenêtres en forme de trèfle qu'on a déjà vu tout à l'heure. Elles sont vraiment très, très typiquement 18e siècle cauchois, mais on retrouve ce type de construction dans de nombreux bâtiments. C'est une maison qui se trouve au vide de l'abbaye, juste en face. L'abbaye que nous venons de visiter, de l'autre côté de la route, une belle maison normande qu'on appelle la Botte, et qui est l'auberge dans laquelle Bernardin a passé la nuit. C'est là qu'il y avait la chatière, c'est là qu'il y avait le lit dont la grille avait les pieds, et c'est là qu'on se gelait grâce à la présence d'une cheminée qu'on voit ici, hein, et par laquelle le grand air entrait librement dans la chambre de l'étage. C'est une très belle restauration, cette maison. Je vous conseille de vous y arrêter, de la regarder de près la prochaine fois que vous irez de Douville-l'Abbaye à Tormeny. Et c'est devenu un gîte. Hein. Cette maison a été restaurée de façon, comme vous voyez, à la fois très soignée et sans lésiner sur les moyens, par un couple de Parisiens, néerlando-parisiens, avocats dans les affaires, et qui contribuent à mettre en valeur et à sauvegarder le patrimoine cauchois par des restaurations de résidences secondaires qu'on peut également louer, donc dans lesquelles on peut également louer tout ou partie des chambres pour y passer quelques moments de vacances. L'église d'Auville, le mur du château, le calvaire, et ici, quelques kilomètres plus loin, le château de Cricto sur Auville, devant lequel passe également notre Bernardin dans son récit. Je vais maintenant reprendre la lecture.
Je passais par un village appelé le Thor, où 3 jolies filles m'offrirent de passer par leur cour pour éviter le mauvais chemin du village. Le chemin creux, la cavée qui passe entre les talus et qui, en ce temps où les routes ne sont pas asphaltées, est une vaste fondrière dans laquelle on s'enfonce dans la boue jusqu'aux genoux. Donc, m'ont fait de passer par leur cour pour éviter le mauvais chemin du village. Je grimpais leur fossé et leur souhaitais un bon mari, ce qui leur plut beaucoup. Rencontre d'un berger de 76 ans, vieillard fort gai, homme content, me conseille de loger près d'eux et puis un mot illisible. J'arrivais au soleil couchant, à l'abbaye Louville, grande pièce de rabette, neige, encore restée sur les toits de l'abbaye, où rien ne manquait. Je n'y trouvais que des salaisans, du vin cher, et le bois qu'en moins d'une heure, j'aurais pu en brûler pour un écu. Pressé par mes pieds douloureux, grosse ampoule, je les frottais de suif, souper me rétablit, grand froid dans ma chambre. Et puis, aussitôt après, sans transition, l'ingénieur prend la parole, l'économiste, le spécialiste intellectuel, le spécialiste de... l'expert, vous pourrez dire, hein, si on transposait les choses aujourd'hui, l'expert en développement envoyé en mission à l'étranger, outre-mer. Remarque sur cette partie du pays de Caux. Il est impossible de voir ailleurs de meilleures terres. Tout y est labouré comme si les économistes y eussent passé. On dit cette impression qu'on a aujourd'hui quand on traverse le pays de Caux, d'une agriculture qui ne néglige rien pour mettre en valeur, d'un point de vue économique, le plus possible la terre. Ça ne date pas d'hier. Hein. On lit un texte qui a 250 ans. Tout y est labouré comme si les économistes y eussent passé. Il la couvre de marne qui trouve dessous. Fille très jolie. Paysan poli, salue les passants. Je considérais ces belles terres où je n'avais rien. Il est vraiment à la recherche d'une situation. On va y venir dans un instant. Je considérais ces belles terres où je n'avais rien. Le départ de ma sœur, les peines de mon enfance, tant de causes inutiles venaient se rappeler à mon cœur. Je ne pouvais penser au bonheur du marquis de Bacqueville. On l'a croisé quelques pages plus tôt, et on va en parler dans un instant de ce marquis. Je ne pouvais penser au bonheur du marquis de Bacqueville sans être ému aux larmes. Cependant, cette terre si riche n'est pas sans monotonie. Bien d'autres, plus sauvages, m'ont paru piquantes. La nature n'est belle, intéressante, grande, que quand l'homme l'a laissée agir. Et cet esprit de fabrique, d'intérêt, d'économie, répand dans beaucoup de lieux, sur les conversations, un air d'intérêt qui ne flatte point. On a l'impression de dire les amis de la Terre. C'est incroyable. Hein, de saut dans le temps que provoque cette lecture. Il y a, phrase magnifique, et qui lui vient comme ça, hein, sous la plume, spontanément. Il y a une sorte de négligence qui sied à l'homme comme à la nature. Beaux enfants, charmante jeune fille de Bacqueville, à la jambe fine, aux traits naïfs, à l'air sensible, au cotillon court.
Et on revient à l'auberge d'Auville. Mon hôte était paralytique des jambes depuis que l'abbaye d'Auville brûla il y a 40 ans. Elle est au Feuillon. Le Feuillon, c'est un ordre monastique qui possédait l'abbaye et qui a disparu au moment de la Révolution. Elle est au Feuillon. L'autre me dit que l'acre de terre contenait, il y a une phrase illisible, contenant 160 acres, rapporte depuis 100 jusqu'à 400 gerbes de blé. Du côté de la mer, la gerbe vaut 20 sous. Il en faut 4 et jusqu'à 8 pour faire un boisseau avec, sans arrêt, ce balancement entre les considérations terre-à-terre matérialistes de l'homme dont c'est le métier, qui a cet esprit d'ingénieur et qui imagine des solutions techniques ou des solutions économiques chaque fois qu'il voit quelque chose, et en même temps, ce poète, ce rêveur, cet insatisfait, cet inquiet, qui soulève 1000 problèmes en même temps qu'il imagine des solutions. Examen de la chambre qui bloque à la botte. Examen de la chambre. Disposition, petite note d'ironie. Disposition de mes compatriotes pour les lettres et les arts. Il fait allusion là au graffiti dont la chambre est constellée. Disposition de mes compatriotes pour les lettres et les arts. Multitude de noms, d'inscriptions, de têtes menaçantes, d'hommes l'épée à la main, d'exécution de justice, de scènes trop galantes. Petite chandelle, menu et sombre, triste lieu, logé à la botte, pouvant à peine marcher, je passais 3 chambres et du haut de l'escalier, je demandais de l'eau. L'autre me dit qu'il ne pouvait pas marcher. Il se traîna jusqu'à la porte et demanda sa fille, qui m'apporta de l'eau dans une pinte, 60 centilitres. Il me donna le papier brouillard, je me couchais, après m'être frotté de suif. Ce récipient pour essayer d'aller mieux le lendemain. Et ce qui rend, à mon sens, ce texte à ce point fascinant, c'est le fait qu'il est écrit au fil de la plume et que cet esprit très mobile, sans cesse agité, par des réflexions, par des sentiments, par des pensées, note cela avec une rapidité extraordinaire qui rend la lecture vraiment très, très stimulante. Si on essaie de faire un peu le portrait dans une petite pause pour se demander qui. Je vous ai exposé un peu les années de sa formation, les multiples tentatives, souvent sous les traits d'un expert expatrié, à qui on confie des missions, et dont il espère à chaque fois que ça va le relancer à son retour en France, ça rate à chaque fois. La plus belle de ces missions, il l'a accomplie quelques années, c'est la dernière, il l'a accomplie quelques années avant ce voyage de Normandie, et ça consiste en une mission à l'île Maurice et à la Réunion. Mission d'expert pour y superviser la construction de routes, de ponts, d'aménagement. C'est un aménageur. C'est un expert en développement, d'ailleurs il va outre-mer, dans les colonies, pour participer au développement de ces régions. Et là, c'est de là, bien sûr, qu'il va rapporter l'idée de ce qui va faire sa gloire quelques années plus tard, c'est-à-dire le célébrissime roman Paul et Virginie, qu'on lit plus du tout aujourd'hui, bien sûr, ou qu'on lit très rarement, mais qui a été, en son temps, un extraordinaire best-seller, et qui a totalement transformé la façon, la sensibilité des lecteurs, la façon dont on s'intéresse aux gens. Paul et Virginie, c'est, en 2 mots, l'histoire d'amour de 2 enfants, pauvres, de familles abandonnées, enfin 2 enfants qui grandissent entourés de l'amour de leur famille, dans une nature paradisiaque, la nature tropicale de l'île Maurice. Paul et Virginie, c'était la première fois que, dès la première page d'un roman,
pour le public français, il est question pas de pamplemoussier, de mangue. Ça vous en met plein la vue, ça vous entraîne, ça vous emmène dans un univers complètement nouveau. Et en ce sens-là, on peut dire que Bernardin, il a contribué à façonner, à modifier la sensibilité des lecteurs, l'attention des milliers de lecteurs et de lectrices qu'a eu ce roman d'amour qui se termine mal, puisque Virginie à deux doigts de toucher le bonheur de ses retrouvailles avec Paul, meurt dans le naufrage d'un bateau, dans un ouragan qui ressemble comme deux gouttes d'eau à celui qui a désolé il y a quelques jours l'île de la Réunion. Donc, Paul et Virginie va faire de lui un homme célèbre, un homme considéré, un homme honoré. Il va obtenir des postes très importants. Il était naturaliste, il devient jardinier en chef du jardin des plantes de Paris, du Muséum d'histoire naturelle. Il a un poste d'enseignant à l'école normale supérieure, il est décoré de la Légion d'honneur, il traverse la Révolution et l'Empire sans dommage, sans heurts non plus, et en poursuivant une carrière académique. Il se marie, lui qui aimait tant les jolies cauchoises, il se marie, je n'ai lu qu'une infime partie de des notations où il signale la joliesse, la fraîcheur, la naïveté, la grâce des paysannes du pays. En tout cas, à la suite de ce texte, il va publier donc ce roman, Paul et Virginie, qui fait partie d'un ensemble vaste qu'il appelle Études de la nature. Et je voudrais attirer votre attention sur un autre aspect de sa vision du monde en vous lisant quelques pages d'un ouvrage paru juste avant le voyage de Normandie, juste avant l'écriture du voyage de Normandie, et qui est un récit des 3 années qu'il a passées à l'île Maurice et à l'île de la Réunion pour y accomplir des travaux d'ingénieur. Et une des caractéristiques les plus fortes, les plus notables, les plus frappantes qu'il note à l'occasion de ce voyage dans les îles de l'océan Indien, c'est le sort des esclaves et leur destin. On est à la fin du XVIIIe siècle. Lorsqu'il écrit ce récit de son voyage, Bernardin de Saint-Pierre est devenu l'ami de Rousseau, de Jean-Jacques Rousseau. Il pratique en compagnie de Rousseau la marche à pied dans les environs de Paris. En sa compagnie, il botanise, en sa compagnie, il herborise et philosophe. Il est beaucoup plus jeune que Rousseau. Il a 25 ans de moins que Rousseau. Rousseau est à un égard quand Bernardin est un homme adulte. Et bien sûr, le souvenir de ce qu'il a vu dans les îles joue un grand rôle dans à la fois dans sa vision du monde et dans la manière dont il l'exprime. Alors voici quelques pages. Enfin, lorsque les Noirs ne peuvent plus supporter leur sort, ils se livrent au désespoir. Les uns se pendent ou s'empoisonnent. D'autres se mettent dans une pirogue et, sans voile, sans vivre, sans boussole, se hasardent à faire un trajet de 200 lieues de mer pour retourner à Madagascar. Ça ne me rappelle rien, ça.
vraiment, on people, les gens se mettent sur n'importe quel bateau pour traverser la mer. Sauf que là, c'est pour retourner chez eux. Hein. On en a vu aborder. On les a repris et rendus à leur maître. Pour l'ordinaire, ils se réfugient dans les bois. On leur donne la chasse avec des détachements de soldats, de nègres et de chiens. Il y a des habitants qui s'en font une partie de plaisir. Lorsqu'on ne peut les atteindre, on les tire à coups de fusil. On leur coupe la tête. On les porte en triomphe à la ville au bout d'un battant. Voilà ce que je vois toutes les semaines. Quand on attrape les noirs fugitifs, on leur coupe une oreille et on les fouette. À la seconde désertion, ils sont fouettés, on leur coupe un jarret et on les met à la chaîne. À la troisième fois, ils sont rendus. J'en ai vu pendre et rompre vif. Ils allaient au supplice avec joie et le supportaient sans crier. J'ai vu une femme se jeter elle-même du haut de l'échelle. Puis, un peu plus loin, je ne sais pas, PS. C'est un petit ajout à la fin du chapitre où il est question du sort des esclaves. PS. Je ne sais pas si le café et le sucre sont nécessaires au bonheur de l'Europe, mais je sais bien que ces deux végétaux ont fait le malheur de deux parties du monde. On a dépeuplé l'Amérique afin d'avoir une terre pour les planter, on dépeuple l'Afrique afin d'avoir une nation pour les cultiver. Il est, dit-on, de notre intérêt de cultiver des denrées qui nous sont devenues nécessaires. On dit que le code noir est fait en leur faveur. Soit, mais la pureté des maîtres excelle les punitions permises. Et leur avarice soustrait la nourriture, le repos et les récompenses qui sont dues. On ne peut contenir, dit-on, que par une grande sévérité ce peuple d'esclaves. Il faut des supplices, des colliers de fer à 3 crochets, des fouets, des blocs, on les attache par le pied, des chaînes qui les prennent par le cou. Il faut les traiter comme des bêtes, afin que les Blancs puissent vivre comme des hommes. Ah, je sais bien que quand on a une fois posé un principe très injuste, on n'en tire que des conséquences très inhumaines. Bon. Mais Bernard de Saint-Pierre passe quelquefois pour un auteur extrêmement sentimental, larmoyant. Paul et Virginie passe pour une histoire d'amour de peu de conséquences et destinée à tirer des larmes du lecteur. C'est vrai qu'on pleure beaucoup chez Bernard, mais cet aspect-là, c'est aussi cette critique de la société de son temps. Il sait aussi l'exprimer avec une force, une noblesse qui me paraissent moi admirable et qui donne à réfléchir, à mon avis, encore aujourd'hui. Et les liaisons qu'on peut faire, qui se font d'elles-mêmes spontanément entre ce qu'on lit dans des phrases comme celle-ci et les situations que nous connaissons aujourd'hui, me semble-t-il, sont aux yeux. Alors, c'est donc quelqu'un d'assez complexe, notre voyageur à travers le Pico. C'est quelqu'un dont la personnalité mérite sans doute d'être redécouverte. Et c'est un peu le sens de la publication de ce livre. Le manuscrit de ce voyage
à travers le Pico, qui n'a jamais été écrit pour être publié, qui était qui a une note personnelle. Le manuscrit est resté dans les archives de la famille, de sa fille et des descendants de sa fille pendant plusieurs générations, puis a fini par être vendu dans une salle des ventes, vendu aux enchères, acheté par un collectionneur d'autographes entre les mains d'une série de collectionneurs transmettant par héritage le manuscrit en question. Et donc il est resté. On connaissait son existence et personne ne l'avait jamais lu jusqu'à l'extrême fin du XXe siècle, où il est passé en salle des ventes et où la Bibliothèque nationale l'a acquis. Et donc il est venu enrichir la collection de manuscrits de la Bibliothèque nationale. Il a commencé à attirer l'attention universitaire, et l'un d'entre eux, qui s'appelle Gérard Pouchin, qui était prof prof de Cagne dans un lycée parisien et en même temps membre d'un groupe de recherche en littérature de l'université de Rouen, est tombé sur ce texte, a décidé de le publier. Et donc, ça a été un énorme travail de déchiffrage ou de déchiffrement, parce que c'est un gribouillis, c'est une accumulation de pattes de mouche, le texte de ce manuscrit. Donc, un gros travail qui a duré plusieurs années de déchiffrement, de mise au point du texte, et enfin sa publication dans le cadre des presses de l'université de Rouen et du Havre. Le livre est paru en 2015, il est encore le tirage n'est pas épuisé, on peut l'acheter comme on veut, auprès des PURH. Et d'autres autour de ce mouvement, et en particulier à l'université de Rouen, sa personnalité a continué à intéresser beaucoup de chercheurs, des doctorants, des étudiants en train de faire un mémoire de master ou une thèse de doctorat, des enseignants prêts à les encadrer. Donc il y a tout un mouvement autour d'une redécouverte de Bernardin de Saint-Pierre qui se joue à Rouen et au Havre depuis une quinzaine d'années et qui continue aujourd'hui à être assez vivace et à donner lieu à des publications nombreuses autour de la formation, de l'œuvre de ce Bernardin. Pour revenir dans le Pico, je vais vous lire un tout petit extrait de la fin de son voyage et on passera ensuite à une petite série de photos qui viendront assez bien en écho à ce que nous avons lu à l'instant. Yvetot, il est parti, je vous rappelle, de Louville, il va à Colbec. À Colbec, il veut prendre le bac et traverser la Seine pour poursuivre son voyage dans ce qui serait aujourd'hui l'Eure et le Calvados. Yvetot, à l'air d'une petite ville bâtie dans un bois, beaucoup d'auberges, bâtiments neufs, grande fabrique de siamoises, très jolie. Mon pied me faisait beaucoup de mal. Je l'envoyais acheter un canif pour en couper la peau. C'est ça qu'il faut faire, docteur? Auberge et vin du Forchet. Route neuve à Colbec. De Dieppe à Auville, 6 lieues. D'Ouville à Yvetot, 3 lieues. De là à Colbec, 2 lieues. Une lieue, c'est un peu moins de 5 kilomètres. Un ouvrier me dit qu'il fallait creuser depuis 12 jusqu'à 20 brasses pour trouver la Marne. On trouve argile, sable au-dessus. Il gagnait par jour 18 sous avec le cidre et 10 sous avec la nourriture. Vue fille très jolie. Vieux fin.
bouche naïve. À une lieue de Moldec, terrain devient montueux et plus plaisant. On descend en vallée, donc là, on est plus dans la plaine, effectivement, c'est plus agréable. Genévrier, genêt et romarin sur les croupes mêlées de pâturage, de verdure, on pèse les vaches. C'est la descente et montée, le volet genêt, louffle. Cependant, j'entendis avec plaisir les merles annoncer le printemps et se répondre d'une gorge à l'autre. La terre était jonchée de plumes vertes, une campanule blanche à feuilles de persil appelée fleur de beaucoup. Tout le monde me saluait. Les bourgeois à cheval, j'étais à pied. Je n'ai cependant point de pistolet, et à tout voir la menace, je me suis fait repousser par un bandit de Manchon. R. Rousse. Je suis descendu aux Trois Marchands. À Côte-Bec, la vue est grande et noble, du haut de la montagne. La rivière, au-dessous de la ville, forme un coude. Au loin, des montagnes boisées. Manger un pigeon, premier du mois dédié à Vénus. J'écris à ma pauvre sœur, ma lettre partie sur le champ. Beaucoup de faux monnayeurs exécutés à Rouen. On avait pendu, il y a 2 semaines, 3 voleurs. Quand il descend la vallée à travers bois de Louveteaux à Côte-Bec, il tombe sur un gilet. Donc, là encore, la présence permanente, la crainte ou le risque d'une agression en chemin, et la présence permanente d'une justice qui ne plaisante pas et qui est le contrepoids, on le sent bien dans la lecture du texte, le contrepoids d'une situation où se côtoient l'extrême richesse du pays, l'extrême richesse d'une partie de la population et l'extrême misère d'une autre partie de la population. Et j'achèverai ma lecture pour l'instant précisément avec une évocation de cette misère. Je reviens un peu en arrière. C'est un épisode qui se trouve lorsque, depuis Rouen, il va à Dieppe et qu'il passe par Tôtes et évoque quelques rencontres qu'il Départ le 9 mars à 11h du matin. Je grimpe avec peine le mont de Malade, du haut duquel on voit des îles charmantes au-dessus et au-dessous de Rouen, qui se trouvent au coude. Gros poteau, sommet des bois, pris sur la droite, vallon plein de fabriques, rivière sinueuse, fille très jolie, rencontrée. L'une des deux à qui je dis s'il y en avait beaucoup comme elle, me répondit « Ah, nous n'en sommes que le fretin ». Oiseau chantant, elle verdoyante, fille de peau fraîche, jolie colorée, figure naïve et charmante. Saule à longs boutons de satin gris, argenté en partie, semé d'aigrettes jaune doré. Le botaniste est aussi poète, mais manie la langue avec une aisance admirable. Noisetiers, avec leurs chenilles pendantes, ciel très couvert de nuages redoublés, grand vent, averse, éclairci. Arbres fruitiers, leur sommet semble bien puissant. Vue encore triste, corneilles et corbeaux en deuil. Fille du pays de Caux, propre à donner une idée du bonheur champêtre. Peuple poli, très jolie fille, encore c'est d'écarlate, grande, naïve, jolie, dont le jupon ne descendait pas tout à fait aux genoux. Elle me répond qu'elle a bien environ 13 ans. Montée sur un petit tertre, me conseille de prendre par un sentier de la hauteur.
passer un bois de chêne, grimper la montagne, passer la rivière, arbres placés au-delà du fossé, terre roulant dans les fossés, on y marche ferme, montée de la terre, orage menace tout le jour, le temps vous parlez, c'est toujours ce style télégraphique. En arrivant chez l'autre, vers Vernon, je me trouvais dans un moment de faiblesse. Je l'avais pris le matin rue du thé au lait et fait 6 lieues, 30 kilomètres. Je demandai du pain et du vin et sentis mes forces renaître sur les pieds très mouillés, bon feu, point de marée fraîche à souper. Bon, je passe quelques paragraphes, vous procurez le livre et vous le direz vous-même. Hein. Et puis, quelques dernières. À 2 lieues de Tourte, je vis 2 petits-enfants. L'une en corset rouge, l'autre affublée d'un morceau de tablier. L'aîné n'avait pas 5 ans, marchant dans les terres labourées. Je leur fis signe du chemin pour leur donner quelque chose. Elles accoururent. Elles étaient fort jolies. L'aîné, qui n'avait pas 5 ans, pleurait. L'autre, triste. « Ma sœur ne peut marcher, me dit-elle, en essuyant ses larmes, avec un coin de torchon fendu qui lui servait de jupe. En faisant ce mouvement, elle découvrait ses fesses. Elle était sans chemise. Le vent froid. La mer est bien pauvre. Ah, d'avant brin de pain jeuneux. Ah, qu'il serait doux de dépenser ainsi 100 000 livres de rente. Je ne me lassais de m'étonner de voir l'enfant si pauvre marcher sur une terre si riche. Alors, sans transition, on passe à quelques photos. En fait, pour dire une chose, l'association pour la protection du patrimoine de toute ville ne recule devant rien et dispose de moyens considérables pour mener à bien ces projets. Et nous avons envoyé sur les traces de Bernardin de Saint-Pierre une voyageuse qui, 250 ans après le voyageur, a suivi exactement le même itinéraire à pied et par le même climat rude. Bernardin, il est à Dieppe et il gagne Côte-Bec. Et il passe par Soqueville, Bacqueville, le Torménie, Ouville-l'Abbaye, Christo-sur-Ouville, Grémonville, Yvetot, et puis Louveteau et enfin Côte-Bec. Et notre envoyé spécial a suivi exactement le même chemin, et c'est cela que nous allons essayer de vous montrer maintenant. À Corona, de commenter les photos, parce que bien sûr c'est elle qui, au début de la semaine, est vraiment à pied, a accompli une cinquantaine de kilomètres à travers le pays de Caux, de Dieppe jusqu'à Grémonville. Et là, c'est son départ. Hein. On est à Roumanie-Bouteille. Je te laisse continuer la présentation, Corinne. Oui, donc je suis partie de Roumanie-Bouteille, qui est une banlieue de Dieppe, sur le chemin qui s'appelle la route des chasses-marées. C'est-à-dire, c'est le chemin par lequel était transporté le poisson de Dieppe à Paris. Et c'est devenu, là c'est une partie très jolie, qui est devenue un GR. C'est-à-dire, ça commence très là, on peut imaginer une voiture, et ici, on a un peu mal. Mais ça, c'est un des lieux, c'est très bizarre, parce que quand on marche dans les pas de quelqu'un d'autre, c'est afin de mieux comprendre peut-être
dans l'espoir de mieux comprendre le cheminement de sa pensée. Et il y a eu en fait très peu d'endroits où je me suis dit, ça, ce sont des choses sur lesquelles ses yeux se sont posés. Là, ça a pu être exactement pareil. Donc le relief des collines, tout ça, ça n'a pas changé. Les bois, les talus, tout ça, ça a dû être exactement comme lui, il l'a vu. Mais il y a par rapport au récit qu'on vient d'entendre, je dois dire que sur les 44 km, 50, je ne sais pas, je n'ai rencontré aucune jolie fille. Seulement aucune jolie fille, mais personne. J'ai répertorié exactement les personnes que j'ai rencontrées, 2 personnes qui prenaient leur chien, à peu près par là. Un vieux couple qui se promenait autour du village de Sauville, un cycliste et un jogger qui m'a appelé de loin. Attention, comme si c'était une voiture de Formule 1 et moi au milieu de son parcours. Si j'avais eu mon chemin à demander, j'aurais été mal. Et donc là, la monotonie dont il parle, on la voit bien, et c'est sûrement quelque chose qui s'est accentué énormément depuis qu'il y est passé par là. Une monotonie qu'on sent beaucoup plus quand on traverse un pays à pied. Nous, quand on fait du vélo, on le sent beaucoup moins, parce que ça va plus vite. Mais ici, quand on a 2 heures à passer à travers une plaine comme ça rend vraiment un peu mélancolique, parce qu'on sent dans son texte la mélancolie aussi. Et donc ça, je pense que c'est une des grandes différences qu'on ne rencontre personne. Et même si il y avait eu quelqu'un dans un tracteur, j'aurais pas pu lui parler, parce que la machine fait un tel vacarme, mettre des choses sur les oreilles pour s'en protéger eux-mêmes, et il serait impossible d'entrer en contact avec eux. Et en même temps, on est toujours visible. On n'a jamais l'impression d'une solitude complète, parce qu'il y a toujours des voitures pas loin, des gens dans leur habitacle avec qui on ne peut pas du tout entrer en contact, mais qui sont là et qui font qu'on est toujours visible de loin. Et oui, on laisse le voyeurisme presque. Voilà. Et donc la différence est plus grande, mais on sent les similitudes quand même. On sent qu'il a vu des choses qui se sont accentuées. Voilà. Il y a des photos qui sont comme si c'était un désert. Des photos de champs où on ne peut pas dire si c'est le pays de Pau ou si c'était celle d'avant. Ouais. Ça, c'est comme si c'était un désert. Je ne sais pas si c'est la marne qui est dessus, ça c'est bien en tout cas. Voilà. Et donc je ne suis pas allée aussi loin que lui. Je suis, le premier jour, je suis donc partie de Roumanie-Bouteille et j'ai dormi, pas dans une grange, mais dans une chambre très cosy à Rosouville sur Terre. Et là, c'est le seul contact que j'ai eu avec une personne. Donc j'arrive, il fait nuit, j'ai plus de batterie, je ne sais pas où est mon gîte, j'entre là-dedans, un lieu magnifique, je prends une bière, je vois les gens jouer au domino et je demande où est le gîte du lit de la salle. Je dois dire qu'on me regarde comme si on voulait dire mais vous n'avez pas de GPS. Et donc on a fini par... La patronne ne savait pas où est ce gîte. Mais quelqu'un... Il était à 200 mètres. À 200 mètres de là. Voilà, donc c'était le seul contact pendant ces 2 jours. J'ai pas eu mal aux pieds. Et je comprends bien quand il dit qu'il suffit d'une petite... On est épuisé et il suffit d'une petite chose, d'une bière et
Parfois, il dit aussi, là, dans un autre passage, de l'eau avec du sucre, et puis ça repart. Et ça, c'est bien aussi mon expérience. J'ai essayé d'éviter toutes les routes, mais entre Auswil et Torneville, c'était pas vraiment longtemps possible. Voilà, je me dis que toutes les maisons que j'ai vues n'ont pas encore été là, sauf à Ouville. Les églises, pour moi, n'ont pas encore été là. Donc, en fait, et les seuls êtres vivants que je rencontrais, c'était là. Voilà. Il y a Bernard Saint-Pierre, auteur de Paul et Virginie. De l'autre côté, Frédéric Laclos, l'auteur des Liaisons dangereuses. Les deux romans sont contemporains. Tous les deux parlent d'amour. Mais l'un, c'est sous l'influence du côté Rousseau des Lumières, mettant en avant le sentiment, le cœur, le mot cœur, on le trouve à chaque page dans ces récits, le sentiment, le cœur, la spontanéité, l'affection, l'attachement, l'harmonie. Et là encore, on peut vraiment prendre ces mots-là et les développer pour y trouver des échos très contemporains. De l'autre côté, les liaisons dangereuses, c'est le cynisme, la négation absolue de la réalité, de l'affection, de l'attachement humain au nom du pouvoir, de l'ambition, de l'intrigue, de la manipulation. Et les deux romans à la fois s'opposent et se répondent, correspondent l'un avec l'autre. On pourrait dire que Laclos, les liaisons dangereuses, c'est le siècle de lumière du côté de l'intelligence, de l'esprit, du brio. L'autre, c'est le siècle de lumière du côté du cœur, du sentiment, de Rousseau. Voltaire et Rousseau, on retrouve les deux lumières, les deux phares qui éclairent cette route de part et d'autre. En tout cas, c'est une plongée, et là, moi j'ai été enchanté de la découverte que j'ai faite de ce texte et de la lecture que j'en ai fait. J'espère que vous avez fait un peu partager cet intérêt. Et puis, enchanté de vous avoir réunis ce soir pour en parler. Thank you.